Donc, comment est née cette idée de mettre ensemble les gens qui veulent communiquer la science au Québec dans les années 60? Alors, je dirais qu'on doit cette association-là peut-être à deux personnes. La première personne que je vais mentionner, c'est Jean-Marc Fleury, qui était à l'époque un étudiant physique. On a travaillé ensemble, qui s'était intéressé, qui a dirigé même le journal étudiant de l'Université Laval avant de me passer le flambeau, et qui a été embauché au Soleil comme journaliste scientifique à l'époque où ce milieu-là commençait à se développer. Je le raconterai dans quelques minutes. Mais qui, à un moment donné, a décidé de profiter d'un programme qui s'appelait l'Office franco-québécois de la jeunesse et qui organisait des voyages de Français qui venaient découvrir le Québec et de Québécois qui allaient découvrir la France. Et donc, dans le cadre de ce programme-là, il a proposé de réunir ces nouveaux venus du domaine de l'information scientifique et d'organiser un voyage en France où on allait rencontrer l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, les gens de la recherche, les gens de Sciences et Avenir, visiter le laboratoire de Saclay, l'usine de Font-Romeu, la première grande usine solaire, Toulouse, là où le Airbus était installé, donc les débuts du Concorde. Et donc, c'était un voyage à la fois de science, mais surtout, l'idée de Jean-Marc, c'était de créer un milieu de journalistes scientifiques et de communicateurs qui allaient connaître et se fréquenter. Et donc, je vais faire un peu de name dropping, mais des gens comme Michel Gauquelin, comme Yannick Villedieu, André Delisle qui a travaillé en environnement, Jean-Marc Fleury, moi et quelques autres, Gilles Provost. C'est là qu'on s'est au fond connus à l'occasion de ce voyage-là. Le deuxième élément fondateur, c'est le Conseil des sciences du Canada, un organisme qui n'existe plus, mais qui est un organisme conseil qui pouvait répondre à des demandes du gouvernement sur l'évaluation des priorités en sciences, mais qui aussi s'était donné le mandat de diriger même des recherches sur des domaines en émergence. Donc, et avait embauché comme agent de communication un journaliste d'origine algérienne, Jean Barou. Et lui, en arrivant là, s'est dit, si on veut que le Conseil des sciences ait un impact, il faut qu'il y ait des journalistes scientifiques dans les journaux. Et donc, il a pris son bâton de pèlerin, il a traversé tout le Canada, de Victoria jusqu'à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, pour convaincre tous les journaux, sans exception, de créer des journalistes scientifiques. Et donc, sous son impulsion directe, je dirais qu'il y a une quarantaine de journaux qui ont créé des postes de journalistes scientifiques, peut-être plus, dont Le Soleil, qui a embauché à ce moment-là, justement, Jean-Marc Fleury. Et donc, le milieu du journalisme scientifique est né autour de Jean Barou avec la Canadian Science Writer Association. Et donc, au début, il y avait cette initiative canadienne dans les journaux. Il y avait ce petit groupe de Québécois. Et donc, pendant un certain nombre d'années, je dirais donc de 72 à 76, pendant 3-4 ans, on s'est joint à la Canadian Science Writer Association et donc on était un peu le chapitre québécois de cette association. Et là, il y a l'élément fondateur qui est un peu anecdotique. C'est le jour où Fernand Seguin a demandé d'adhérer à la Canadian Science Writer Association et on lui avait suggéré ça et donc il avait accepté d'adhérer et il a reçu une lettre en disant pouvez-vous nous prouver que vous avez au moins 2 publications en sciences, tu sais. C'est Fernand Seguin, là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un peu notre père à tous. Là. Et donc, c'est le premier élément. Et la même année, on s'est réunis avec le congrès national annuel de la CSWA à Ottawa. Et là, il y a beaucoup de francophones parce qu'on a ce noyau assez actif ici qui contient une vingtaine de personnes. Et donc, il y a beaucoup de débats qui se font en français jusqu'à ce qu'une collègue, par ailleurs fort sympathique, mais John Allebon, qui a aujourd'hui plus de 100 ans, et bon. Mais elle, à un moment donné, se choque en disant « Hey, vous parlez tous anglais, vous comprenez l'anglais, nous, on comprend pas le français, et vous nous excluez totalement, essentiellement speak white. » Et donc, cet événement-là a refroidi beaucoup. Et donc, en revenant de ce voyage à Ottawa, on était dans la voiture de, je pense que c'était Jean-Marc Gagnon qui conduisait. On revenait d'Ottawa, puis on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, il faut créer notre association dans une au Québec. discussion de voiture, finalement, que la CS est née. C'est ça, mais c'est un peu une réaction avec ces deux impairs que le Canadian Science Writer Association avait créés. Et là, je parle de ce troisième personnage que je viens de mentionner, qui est Jean-Marc Gagnon. L'Université du Québec avait acheté un
magazine de vulgarisation qui était destiné aux écoles, qui s'appelait le Jeune Scientifique. Et à un moment donné, sous l'impulsion d'une femme qui a eu un rôle important aux communications de l'Université du Québec, qui s'appelait Jocelyne Dugas, elle a décidé de le renommer Québec Science et d'en faire une espèce de porte-voix de la culture scientifique. Et le directeur qu'elle a embauché, c'est Jean-Marc Gagnon en question, et donc a profité de ce voyage en Europe pour dire « Ah, je vais me donner un comité de rédaction. » Et donc, tous les gens du voyage, ben, pas tous, mais une dizaine d'entre nous, se sont retrouvés autour de la table de devenir le conseil de rédaction de Québec Science. Et ça a été une transformation de Québec Science qui a un peu cessé de miser sur les écoles et misé beaucoup plus sur le grand public. C'était même un risque à l'époque parce que ils avaient quelque chose comme 12 000 ou 15 000 abonnements dans les écoles. Et à un moment donné, en changeant de vocation, ils ont tout perdu ça. Ils ont recommencé à 2-3 000. Et là, ils ont remonté et en quelques années, ça a atteint 18-20 000 vendus. Donc, ça a été un succès. Mais ça, c'est vraiment le rôle de Jean-Marc Gagnon. Mais donc, c'est autour de ces noyaux-là que, donc en 76, on a mis en place cette association. Joël me disait que les lettres patentes datent de 77. Là, je pourrais dire que la première action importante de cette nouvelle association, c'est que le Parti québécois venait de prendre le pouvoir au Québec. Et René Lévesque avait confié à Camille Lorrain le rôle de super ministre de la Culture. Alors, les super ministres, c'était une idée de dire, on va avoir des ministres qui s'occupent des portefeuilles puis des programmes, mais on va avoir des super ministres qui voient de loin les grandes politiques. En économie, c'était Parizeau. En culture, c'était Lorrain. Il y en avait un autre en santé, j'oublie qui. Bon. Et donc, Lorrain avait ce mandat de produire un livre vert qui allait être l'espèce de chemin, de feuille de route de la culture au Québec, d'abord à court terme, et ensuite éventuellement d'un Québec indépendant. Et là, on s'est dit, nous, c'est bien beau la culture, c'est le théâtre, c'est la littérature, c'est les arts graphiques, c'est la danse, mais c'est aussi la science et c'est aussi la culture politique. Il faut vraiment que cette réflexion soit plus large que la culture au sens traditionnel. Et donc, on a produit un mémoire qui montrait que une politique de culture au Québec ne pouvait exclure la science. Et je pense que ça tombait dans des oreilles sympathiques. Camille Lorrain était lui-même un psychiatre et donc il venait du milieu scientifique. Et on a probablement aussi été efficace dans notre défense, mais quand on regarde le livre vert de la culture qu'a produit Camille Lorrain, donc quelque part en 78, la culture scientifique occupe à peu près le tiers. Ah oui. Ça a changé, ça a bougé. et donc ça a été notre premier succès. J'allais dire ce qui a rendu pertinent cette association-là, c'est ça. On a participé ensuite à des exercices analogues au Canada, etc. Mais je dirais que c'est ça qui nous a soudés. Mais pendant longtemps, c'était quand même une association relativement intime, c'est-à-dire qu'on avait 60 membres, 55 membres, et c'était une association qui ne faisait pas énormément de choses, il faut être franc, là. Tu sais, on se réunissait une fois par année, notre assemblée générale, puis de temps en temps, quand il y avait des politiques sur lesquelles on pensait que c'était pertinent d'intervenir, on le faisait. C'est un club social. C'était un club social, d'une certaine manière. Mais on a quand même, outre cette participation au livre vert de Camille Lorrain, on a quand même créé à ce moment-là l'agence Hebdo-Science, qui est devenue l'agence Science Presse, qui est un service de nouvelles scientifiques pour les hebdos régionaux. Donc, au début, c'était surtout la presse papier, dont le premier directeur a été Félix Maltais. Félix Maltais, qui, dans le cadre d'Hebdo-Science, a commencé à développer une chronique jeunesse qu'on distribuait aux hebdos, mais où il signait professeur scientifique. Le professeur scientifique. Et en collaboration avec ce qui s'appelait à l'époque le CDLS, ils ont changé de nom, le Conseil du développement du loisir scientifique, ils ont décidé de faire des sessions d'initiation aux sciences pour les jeunes, des camps de vacances. Et donc, ce mouvement autour d'Hebdo-Science et du professeur scientifique a donné naissance aux débrouillards. Les petits débrouillards. Les petits débrouillards. Et donc, avec une première revue qui s'appelait Le Petit Débrouillard. Je me petit débrouille. Je me petit débrouille, voilà. Et donc, tout ce qui est aujourd'hui l'agence Science Presse, qui est un site de vulgarisation et d'information scientifique
assez important dans l'ensemble de la francophonie. Il faut pas minimiser. On a 2/3 de leurs visiteurs qui sont hors Québec, beaucoup de rayonnement. Et effectivement, le mouvement des débrouillards qui est installé en France, qui travaille maintenant avec Bayard Presse pour la jeunesse. Donc, c'est quand même des créations importantes qui sont issues de cette association. C'est assez incroyable. Moi, je suis impressionné de tout cet entrelacement-là de Québec Science, l'Agence Science Presse, les débrouillards, la CF, que tout ça, en fait, n'est qu'une grosse famille. On réalise que... Mais en même temps, aujourd'hui, l'association a grandi au-delà de ces piliers fondateurs-là, Québec Science, tout ça. Tu sais, je trouve ça le fun de voir qu'on, tout en conservant ces grands fondateurs-là, on existe aussi en dehors. Moi aussi, le fait que tout soit né de cet alignement de planètes, dans la politique, la personne est scientifique dont elle dit oui, on va mettre 1/3 dans le livre vert. C'était comme une espèce de bouillon de culture. Quelle belle époque. Ouais. Mais en fait, moi où je m'en allais, c'était demander donc au président actuel. Mais déjà, j'ai vu qu'il y a des choses qui t'ont surpris. Ouais. Mais qu'est-ce que ça t'évoque quand tu penses, eux, c'était comme un petit groupuscule qui avait un intérêt très fort et était comme féru de, on va mettre la science dans les journaux. J'ai trouvé super intéressant, c'était d'une agence de nouvelles scientifiques pour les journaux locaux. C'est merveilleux, c'est tout simple. Mais qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à où on est aujourd'hui? Ce avant-après? Ben, il y a à la fois des similarités, il y a des choses qui n'ont pas changé, mais il y a des choses que c'est complètement un autre univers maintenant. Quand tu dis, Pierre, que c'était un peu intime, puis on se rencontrait une fois par année, puis on faisait peu de choses, ben, c'est devenu un monstre depuis. Il y a toujours peu de gens dedans, mais maintenant, les projets se sont empilés, puis il y a 3 concours maintenant à gérer, à s'occuper. Le CA, qui compte 9 personnes, se rencontre à tous les mois. Il y a une assemblée générale, il y a un congrès annuel, il y a un gala de remise de tous ces prix-là. C'est un monstre maintenant. Mais un monstre quand même. La nature aussi du membership a évolué et dans le bon sens. Oui. À l'époque, c'était un peu le modèle de l'Association canadienne des rédacteurs scientifiques dont j'ai parlé. L'idée, c'est que même si on admettait les gens de relations publiques et de communication, ça se voulait une association de journalistes. Et donc, le conseil d'administration devait être à majorité des journalistes. Le président devait nécessairement être un journaliste. Donc, il y avait comme 2 statuts à l'intérieur, selon que tu étais journaliste ou pas. Au début, l'ACS a adopté le même modèle et donc on avait aussi ces contraintes-là. Mais rapidement, en fait, au fil des ans, d'abord, le milieu de la muséologie scientifique avec la création du Centre des sciences de Montréal notamment, et puis tous ces organismes régionaux qui sont mis à apparaître à Rimouski, à Tadoussac, à Québec, etc. Donc, rapidement, le milieu de la muséologie s'est développé. Dans la pédagogie aussi, il y a eu beaucoup de parascolaires, etc. Et puis, il y a un certain nombre de communicateurs, de scientifiques intéressés à la communication qui se sont joints, de sorte qu'à un moment donné, les journalistes véritables étaient probablement un quart du membership. Oui. Et faut dire aussi qu'avec un milieu au Québec où il y a beaucoup de pigistes, c'est souvent les mêmes personnes qui travaillent en muséologie, qui travaillent dans des projets d'intervention, qui sont aussi dans les magazines. Et donc, à un moment donné, cette distinction entre les classes de communicateurs n'avait peut-être plus sa raison d'être, ce qui fait que, à un moment donné, toutes ces contraintes-là ont été abandonnées.